Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Je crois qu'aujourd'hui tout le monde connaît cet adage, l'amour ne dure que 3 ans. Mais je ne suis pas sûre que vous sachiez exactement pourquoi on dit ça. Or, Lucie Vincent est notre invitée aujourd'hui et elle pourra dans un instant vous éclairer. Avec elle, je vous propose qu'on comprenne mieux ce qui se passe lorsqu'on tombe amoureux. Qu'est-ce qu'il y a dans notre corps? Pourquoi on est tellement perturbé? Et puis on verra peut-être aussi quelle est la différence entre la passion et l'amour. Peut-être pourra-t-elle aussi nous expliquer quand est-ce qu'on sait si on est vraiment en amour ou s'il ne s'agit que d'une amourette. Vous verrez également que le coup de foudre, ça existe et qu'il s'en passe des choses dans notre organisme lorsque ça nous arrive. Ce qui explique peut-être que certaines personnes perdent la tête. Mais est-ce qu'on est tous sujets au coup de foudre? Est-ce qu'il arrive à certains moments de notre vie? C'est aussi des questions qu'on va pouvoir se poser. Je ne sais pas si on aura assez de 2 heures pour comprendre réellement cette alchimie entre 2 êtres qui les rendent tellement attirés l'un par l'autre. En tout cas, la réponse c'est tout de suite, mais également avec vous et avec vos questions. Vous savez que vous pouvez nous joindre à tout instant au 0826 300 300. Bonjour Lucie Vincent. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on va revenir sur, je crois que c'était votre premier livre qui parlait de tout ça. Oui, le premier, c'était « Comment devient-on amoureux ?» effectivement. C'était un livre que j'ai écrit un petit peu sur un coup de défi. Parce que à l'époque, il y avait de nouveaux résultats qui concernaient la biologie de l'attachement. Comment ça se passe? Pourquoi est-ce que 2 animaux, parce que c'était des études faites chez les animaux. On est des animaux. Et en plus, merci de le dire, on est des animaux. Pourquoi il y a une attirance? Pourquoi ils restent ensemble pendant longtemps? Et il y avait des chercheurs donc aux États-Unis qui avaient écrit un papier, un article scientifique vraiment révolutionnaire qui nous donnait les premiers indices sur une distribution de récepteurs à ocytocine. Alors du coup, l'ocytocine est devenue un petit peu le hormone phare de l'amour et c'était à partir de ce résultat que j'ai écrit le livre et que j'ai commencé à explorer ce qui existait comme données neurobiologiques et je m'y suis intéressée très fortement. On dit d'ailleurs que l'ocytocine c'est l'hormone de l'attachement. C'est bien ça, exactement. On est bien d'accord. Alors, toutes les questions que j'ai à vous poser. D'abord, est-ce que tout le monde peut tomber amoureux? Peut avoir un coup de foudre? C'est une très bonne question et la réponse vraiment approfondie demande qu'on rentre dans beaucoup de données biologiques. Mais la réponse courte, c'est je pense que non. On n'est pas tous faits pour tomber amoureux. Et pour une simple raison, l'amour est une stratégie évolutionnaire. C'est là pour la survie de l'espèce. Mais l'être humain est une espèce animale où tous les individus sont différents. C'est un petit peu notre force. On est avec un cerveau inachevé et pendant notre développement, chaque cerveau se construit au moment où on vient au monde. Et chaque cerveau se construit pendant le développement. Et donc, on est fait pour être différent. Et ça veut dire que on a tous des stratégies de reproduction différentes parce que nos gènes nous ont fait comme ça. Et chez certaines personnes, la stratégie qui marche pour eux, c'est cette euphorie, le fait de tomber amoureux, de devenir addict à un partenaire, tandis que pour d'autres personnes, à cause de la distribution de récepteurs à ocytocine dans leur cerveau, ils ne connaîtront jamais cette euphorie. Ils pourront très bien tomber amoureux un peu différemment, avec un amour plus, disons, raisonnable. Et comment on sait alors si on est capable de tomber amoureux ou pas? Mais pour l'instant, l'expérience, tout simplement. Tout simplement par l'expérience. Il est possible qu'un jour il y ait un test PCR qu'on peut faire pour voir si on a telle modification du gène du récepteur à ocytocine ou un autre. On sait aujourd'hui qu'il y a plusieurs, ce qu'on appelle des SNP, c'est des single nucleotide polymorphism, c'est des modifications à un point dans le gène
et on a mis en rapport ces modifications avec des différences de comportement chez les gens différents. Alors, un jour, je suis sûre qu'on aura la proposition de faire un petit bilan de nos SNP dans nos récepteurs, dans les gènes pour nos récepteurs, pour voir si on est apte à avoir plus de récepteurs à ocytocine dans l'accumbens ou dans l'amygdale ou dans l'hippocampe. Mais est-ce qu'on peut imaginer, presque, c'est un peu de la science-fiction, mais pourquoi pas, qu'on pourra injecter quelque chose et puis la personne tombe amoureuse de nous Oui, c'est ça, oui, évidemment, on pense tout de suite à ça. Mais pour faire ça, quand on le fait chez l'animal, on est obligé de prendre un virus inactivé, donc qui ne va pas produire une maladie, mais qu'on peut injecter directement. On modifie le génome du virus pour insérer le gène qu'on veut étudier. Par exemple, le gène du récepteur à ocytocine avec une modification ou pas. Alors, ce virus modifié, on l'injecte avec une aiguille directement dans une zone du cerveau qu'on veut étudier. Alors, je ne sais pas si les partenaires vont être très d'accord pour subir ce genre d'intervention. Si on le sait pas, si on nous dit il faut vous vacciner et qu'on nous injecte ce genre de truc. Ah oui, mais une vaccination, c'est différent d'une injection dans le cerveau. On est d'accord, c'est un peu plus compliqué. Donc ça, c'est déjà une question. On tombera pas tous amoureux. Pas de la même façon. Donc ça, c'est déjà une. Cela dit, si j'en crois les témoignages que je reçois depuis pas mal d'années, j'aurais eu cette réponse-là aussi. Ah, c'est vrai ? Oui, absolument. D'accord. Il y a des gens qui veulent savoir ce que c'est que l'amour et ils n'ont jamais connu. Il y a des personnes, en tout cas, on sent bien que c'est pas, ils se mettent en couple éventuellement, mais on sent bien qu'il n'y a pas l'état amoureux, la passion telle que vous et moi, on l'a connu. On l'a connu. Alors, on a eu cette chance. Deuxième question. L'amour dure-t-il vraiment 3 ans ? C'était évidemment le fameux livre de Becbédé qui a eu le succès qu'on connaît, et c'est resté une sorte de phrase type. Oui, c'est vrai. Et dans les articles scientifiques, encore une fois, il y a beaucoup d'études qui ont été faites et les chercheurs disent que la durée de la passion varie entre 18 et 36 mois. Cela étant, il est vrai, encore une fois, que nous sommes tous différents, on a tous des cerveaux différents. Alors pour certains, cette espèce de bouffée de passion peut durer peut-être une semaine, et chez d'autres, ça peut durer. Il y a des cas où ça dure beaucoup plus longtemps, mais la moyenne, en gros, c'est 18 à 36 mois. Donc ça, c'est l'époque passionnelle, si je puis dire. Exactement. Mais est-ce que c'est valable pour des couples, parce qu'on entend quand même les couples d'amants maîtresses, c'est-à-dire qui ne vivent pas ensemble. Ça dure plus longtemps. Oui, ça dure plus longtemps. Ce qui fait penser que la raison pour laquelle la durée est limitée à, mettons, 3 ans, c'est parce qu'il y a une accoutumance des récepteurs. C'est un phénomène qu'on connaît, qui est beaucoup étudié dans le cerveau. Il faut appliquer de plus en plus de substances pour produire le même effet sur le même récepteur. Et donc, très probablement, c'est ce genre de phénomène qui rentre en jeu dans le désamour pendant la période passionnelle. Alors, quand on n'est pas en train de vivre avec, quand on n'a pas cette accoutumance... C'est des petites doses de temps en temps. Doses, voilà, une petite repiqûre, même peut-être qui deviennent de plus en plus forts, s'il y a un espace entre... Eh oui. Bon, on a déjà répondu à quelques questions avec Lucie Vincent. Vous en avez certainement beaucoup d'autres à poser à Lucie. Vous avez peut-être aussi envie de témoigner. On vous attend au 0826 300 300. C'est Charles qui prend la parole dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous faites du bien à tellement de personnes. Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est formidable. Il faut que cette émission dure très longtemps. Merci, Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Lucie Vincent, qui est neurobiologiste, nous allons tout savoir, tout ce qui se passe en nous lorsque nous sommes amoureux. Et c'est Charles qui témoigne. Bonjour Charles, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte et bonjour à votre invité Lucie. Bonjour Charles. Merci de m'accueillir déjà. Je vous en prie, c'est un plaisir de vous accueillir Charles. Merci.
Moi, je voudrais réagir déjà dans un premier temps, parce que je trouve que Cupidon l'a vachement changé. La flèche, elle s'est transformée en piqûre dans le cerveau, ça fait peur quand même. Qu'est-ce qui s'est transformé dans une piqûre dans le cerveau? J'ai pas compris. Cupidon, vous connaissez. Ah, Cupidon. Oui, c'est vrai, ces flèches, oui, effectivement, je n'avais pas pensé à ça, mais vous avez raison. On est loin de la romance. Enfin, bref. Oui, moi, je voudrais réagir, c'est... En fait, je trouve qu'il y a vraiment une différence entre l'amour et l'amour passionnel. Hein. C'est l'amour passionnel pour moi, c'est quand on est jeune, c'est quand on se rencontre et on se décroche pas l'un de l'autre et tout. Après, il y a la femme de sa vie, si je peux dire, celle avec qui on va partager sa vie, oui, ou une partie tout au moins. Et le début est intense et après ça s'estompe parce que il y a la vie qui arrive derrière. Et en fait, je trouve que il y en a qui sont en quête de ça. Je pense, j'ai des amis qui sont comme ça, où ils sont en quête de cet amour passionnel. Qui trouvent peut-être plus et ils ont besoin de changer de partenaire. Et ça peut amener à peut-être ce comportement-là, je sais pas. C'est ce qu'on appelle l'état amoureux, et il y a des personnes en effet qui sont plus amoureux de l'amour que de la personne, et c'est vrai ce que vous dites, mais cet état amoureux de toute façon ne peut pas durer, donc on peut comprendre aussi qu'il y a des personnes qui ont besoin tout le temps d'être recherchent tout le temps cette euphorie, Lucie Vincent. Non? Mais c'est une question centrale. Et merci de l'avoir posé en premier parce que ça permet de dire beaucoup de choses qui sont très importantes dans la compréhension de l'amour. L'état amoureux, c'est un état de folie où le cerveau vraiment est modifié dans ses fonctions. Et une partie de ces modifications concerne l'euphorie qu'on ressent en présence du partenaire. On pourrait comparer ça à une drogue, en fait. Mais absolument. C'est les mêmes mécanismes. Et puis, ce sont les mêmes neurotransmetteurs qui sont impliqués. Donc, c'est comme une drogue. Et c'est extraordinairement agréable. Je sens dans la voix de Charles, d'ailleurs, une sorte de déception au fait que c'est quelque chose qu'il a bien observé, que cet état-là ne dure pas. Et après, et c'est justement quand on se rend compte qu'on n'est plus dans cet état-là, qu'on peut se poser plein de questions et dire, mais en fait, ça veut dire que j'ai mal choisi. Le partenaire qui me provoquait une telle euphorie, mais il ou elle ne provoque plus cet état-là, donc c'est pas la bonne personne pour moi. Donc déjà, il y a l'incompréhension qui est une chose. Et je pense qu'un message très important à faire passer, c'est cet état-là ne dure pas. Ce n'est pas ça l'amour à vie dont on parle. Même si vous avez trouvé le ou la partenaire la plus exceptionnelle du monde. Mais non, même la partenaire plus exceptionnelle du monde, l'état amoureux se transforme. Au lieu d'être un état amoureux passionnel, ça se transforme en un état amoureux que je qualifie plus amical, mais qui est piqué par le sexe régulièrement. Donc c'est quand même un état beaucoup plus qu'un état amical, mais ce n'est pas l'état passionnel. Mais donc d'abord, il y a l'incompréhension. Mais comme dit Charles, le piège vraiment, c'est de dire, mais l'amour c'est ça, et moi je veux être amoureux, je veux connaître l'amour, alors si cette personne ne me provoque plus cet état euphorique, il faut que je cherche un autre, et on peut passer comme ça de histoire en histoire pendant toute sa vie, parce qu'on a ce type de cerveau qui se complaît dans la passion et qui adore l'excitation et l'euphorie de l'amour passionnel. Donc c'est un problème c'est un problème si on se trouve avec un partenaire qui n'est pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Je dis toujours que peut-être que c'est une bonne stratégie aussi, parce que en termes d'évolution, en principe, on a fait un enfant avec
notre amoureux ou amoureuse. Alors, quand l'état passionnel se dissipe et on change de partenaire, en termes d'évolution, mais c'est très bien de brasser ses gènes et de faire des enfants avec des personnes différentes. Comme ça, on fait une population avec de meilleures défenses immunitaires. Moi, c'est hétéroclite, oui. Avec de meilleures chances de survie. Donc, ce n'est pas quelque chose où il faut dire « Ah ben, il se trompe dans cette stratégie ». Non, c'est une stratégie dont on peut discuter, qui existe, mais ce n'est pas pour tout le monde. Charles, qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter à ce que dit Lucie ? Moi, je voudrais poser une question. Est-ce que c'est cette quête de la recherche de la personne, elle est, si on est dans une quête permanente, est-ce que c'est particulier aux hommes ou les femmes, c'est pareil en fait ? Non, ça existe aussi chez les femmes. Moi, non. C'est différent chez les femmes parce que, vous m'amenez à parler des stratégies de reproduction chez les hommes et les femmes. Et vous avez raison dans votre sous-entendu, mais moi non. On n'a pas les mêmes stratégies, on n'a pas les mêmes objectifs. Les hommes, ils produisent des millions de spermatozoïdes tous les jours. Et les femmes produisent un ovule par mois. Alors, quand l'ovule est fertilisé et un enfant est formé, c'est la femme qui assure l'entretien, toutes les ressources pour nourrir le fœtus, puis le bébé. Quand l'enfant naît, déjà pendant 9 mois, elle perd un peu de sa mobilité. Et puis, quand l'enfant naît, c'est elle qui s'en occupe. Et c'est elle qui est le premier garant de survie de l'enfant. Et l'homme, avec ces millions de spermatozoïdes, il n'a pas le même degré d'investissement dans la reproduction de l'enfant. Alors, la femme, elle est un peu plus programmée pour des histoires de longue durée. Et surtout, s'il y a un enfant, c'est quelque chose que, au bout de 3 ans, quand l'amour passionnel s'est dissipé, eh bien, les enfants sont toujours là. Et la femme, étant extraordinairement attachée et anxieuse vis-à-vis des enfants, c'est elle qui ne comprend pas qu'on passe à autre chose. Les enfants sont là, il faut s'en occuper. Donc c'est un petit peu pour ça que les femmes ne sont pas libres d'aller poursuivre des histoires passionnelles à répétition. D'accord. Merci beaucoup pour ces explications. Je vous en prie, Charles, on avance grâce à votre questionnement, justement. Et encore une fois, c'est ce que nous raconte Lucie par rapport à notre espèce humaine, bien sûr, mais il est évident que la culture joue aussi un rôle parce qu'elle conditionne, si je puis dire, d'une certaine manière, nos attitudes. Mais bien sûr, et c'est vrai que nous avons déjà évolué par rapport à ces principes reproductifs qui sont en nous. Nous savons aujourd'hui que les hommes, puisque les femmes, on a eu une contraception, fiable, qui existe depuis les années 1960. Alors, grâce à ça, les femmes aujourd'hui font des enfants de plus en plus tard, voire et beaucoup moins d'enfants. Et puis, elles s'attendent à ce que les hommes, puisque les femmes ont une carrière aujourd'hui, elles s'attendent à ce que les hommes participent autant qu'elles dans l'éducation, et dans d'ailleurs, les hommes soins. Participent plus Et ils le font, bien sûr, et ce qui est bien normal. Et du coup, on s'est rendu compte que les hommes qui s'occupent des enfants ont un taux de testostérone moindre qu'avant de s'occuper des enfants. Donc, il y a un effet physiologique par le biais de notre comportement. Mais ce qui s'explique, puisque quand on s'occupe d'un enfant, on développe de l'ocytocine, donc on s'attache, et on s'attache peut-être aussi au conjoint. Mais exactement. Donc, comme les garçons aujourd'hui, quand ils sont avec leur femme pendant la naissance, enfin les hommes, sont avec leur femme pendant la naissance de l'enfant, on les encourage beaucoup à mettre l'enfant sur le ventre nu pour faire du peau à peau, pour développer justement l'attachement par la libération d'ocytocine. Et c'est quelque chose qui se fait, et aujourd'hui les hommes deviennent beaucoup plus impliqués dans l'éducation des enfants. Et c'est pour ça qu'ils bandent moins bien aussi, parce qu'ils ont moins de testostérone. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est vous qui le dites. C'est pas le sujet du jour. Merci Charles, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec Muriel également qui nous a rejoint.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Lucie Vincent nous ouvre le cœur avec son talent de neurobiologiste et vous allez tout savoir. Vous allez savoir pourquoi vous nous aimez, pourquoi vous tombez amoureux, pourquoi vous n'aimez plus. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre au 0826 300 300. Bonjour Muriel. Bonjour Lucie Vincent, bonjour Brigitte. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc vous êtes en couple depuis 26 ans, donc vous n'êtes plus dans cet état passionnel, amoureux, j'imagine. C'est ça. Malheureusement, c'est de bons souvenirs et puis on sait bien que c'est transitoire. Voilà, donc moi je suis. Il y a eu le coup de foudre. Ça a été quand même une passion, on peut dire, qui est dévastatrice et elle est absolue. Mais bon, ça fait du bien d'y passer aussi. Voilà. Pourquoi vous dites c'est dévastatrice? Parce qu'en fait, je pense qu'on est, on oublie l'environnement, on est D'accord. Dans un autre monde. Voilà, on oublie la réalité des choses. Après, ça peut être très agréable aussi, voilà. Oui, d'accord. Donc vous êtes toujours avec la même personne dans Tout à fait. Ah, ok. Donc vous avez trouvé quand même des consolations. Voilà. Alors il y a eu un élargissement aussi de moi-même parce que il y a eu le sentiment amoureux pour mon conjoint. Après il y a eu de l'amour aussi que j'ai pu donner aux enfants. Donc après quand les enfants arrivent, c'est vrai comme vous le disiez, on va sur autre chose. On a de l'amour à donner autrement et à d'autres personnes. Donc finalement on s'ouvre à aussi autre chose. Voilà. Oui. Mais d'ailleurs, on va peut-être revenir sur cette crise importante. On sait aujourd'hui que de plus en plus de couples ne vont pas réussir à dépasser cette crise, c'est-à-dire que les enfants arrivent et à un moment donné, le couple se sépare. Ce qui n'est pas votre cas, Muriel, et tant mieux pour vous. Mais comment vous l'expliquez sur le plan biologiste Mais parce que d'une part, ça correspond justement au moment où, en général, on est en train de perdre l'euphorie vis-à-vis de son partenaire. C'est un désenchantement. Oui, quelque part, oui. Et comme vous avez dit, Muriel aussi, on investit tous ses soins, son émotion dans ce bébé. Et toutes les femmes le disent. Ça les obnubile. Et puis pour le reste de la vie. Alors souvent, les hommes se sentent exclus. Et si ils ne sont pas le genre d'homme qui s'investit également à la même hauteur, ou au contraire, on se soude autour de ce nouveau-né et on s'investit tous les deux au même niveau. Si ce n'est pas le cas, eh bien, tout d'un coup, l'homme peut se trouver un petit peu laissé de côté. Oui. Et donc, il faut leur donner la place. Je pense que c'est notre faute aussi. Non, je crois que c'est à eux aussi de reprendre leur place. C'est pas, enfin, c'est franchement, je crois que c'est une histoire de couple. C'est une histoire à deux. Je crois que c'est ni la faute de l'un ni la faute de l'autre. Et souvent, ça ne communique pas justement. Donc chacun interprète différemment et souvent à tort le comportement de l'autre. Il faut pas oublier que avant que les femmes travaillent, je parle du siècle. Du début du siècle dernier, c'était simple, dans les familles, soit c'était des couples pauvres et donc de toute façon les ressources ne permettaient pas de se séparer, soit c'était des familles bourgeoises, haute bourgeoisie, etc. Et qu'est-ce qui se passait? Le mec allait au bordel et puis la femme s'occupait des enfants. Donc les choses ont quand même sur un plan sociétal tellement changé que ça change aussi la façon de faire couple. Je crois qu'il faut pas oublier que la manière dont la société évolue fait évoluer les histoires d'amour. Ça peut paraître aberrant ce que je dis, mais c'est quand même la réalité. Oui, et une fois de plus, chaque couple est différent parce que chaque individu est différent. Alors, ce qui convient à un couple, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment bien s'occuper de leurs enfants et s'investir là-dedans. D'autres qui veulent poursuivre une carrière et mettre les enfants à la crèche. C'est à chacun d'avoir sa stratégie. Mais le problème, c'est que ça concerne les deux. Alors, si les deux ne sont pas d'accord sur la stratégie, c'est un peu difficile à accommoder les deux points de vue. Mais peut-être que Muriel a des secrets à partager sur comment elle l'a fait, parce que
Elle a transformé j'ai connu les deux situations parce qu'en fait j'ai pris un congé parental parce que pour la seconde et pour l'aîné par contre j'avais des horaires complètement décousus, tout le temps sur la route et du coup j'ai apprécié le congé parental pour la seconde et en fait je me suis rendu compte que j'étais complètement isolée socialement et c'est pas rendre service non plus à l'enfant parce que il y a une exclusivité. Elle a été très exigeante envers moi-même. Elle se reposait beaucoup sur moi et puis toute la famille s'est reposée sur moi. Et du coup, je me suis pas retrouvée dans ce congé parental. C'est intéressant ce que vous dites parce que ça montre bien qu'il n'y a pas de solution miracle, quoi. Ah mais et pourtant c'était quelque chose qu'on avait sciemment choisi, oui, choisi. Et du coup j'étais malheureuse parce que socialement je n'étais plus reconnue. Pour preuve, tout le monde partait le matin et puis comme tu travailles pas, tu t'occupes de tout quoi. Et socialement, t'as quoi ? Tu t'aimes pas, t'es à la maison. Et non, c'est pas parce que finalement je me suis rendu compte du peu de reconnaissance entre guillemets et j'avais plus rien. On vivait en symbiose avec ma fille et un peu trop d'ailleurs. Et ce que je trouve intéressant, c'est que vous dites que même pour votre fille, c'était pas forcément l'idéal non plus. C'est contrairement à ce que certains pourraient nous faire croire aujourd'hui qu'il faudrait que les femmes restent plus à la maison. Donc il n'y a pas de solution miracle, à chacun de trouver sa solution. Mais alors aujourd'hui, vous êtes toujours ensemble après 26 ans de vie, donc c'est quand même c'est bien. Oui, vous diriez quoi aujourd'hui, on a l'inverse, les enfants s'en vont. Oui, vous allez vous retrouver tous les deux à nouveau. Alors faire un couple. Oui, de nouveau. Ouais. Et alors ça, je l'ai tout à fait anticipé moi parce que je savais que on ne les fait pas pour les garder. Hein. Ils ont leur vie à vivre et du coup, je l'avais anticipé et on le vit bien et du coup, on se projette autrement, on fonctionne autrement aussi, plus qu'à deux. Et moi, je trouve que c'est bien de l'anticiper. Oui, bien sûr, mais est-ce que vous avez, comment est-ce que vous vous expliquez que chez vous ça a bien duré? Est-ce que vous aviez une stratégie? Est-ce que vous avez un loisir en commun, par exemple? Est-ce que vous faites une sortie régulière tous les deux, juste vous et votre mari? Quelle a été votre recette? Alors, on aime bien voyager. Oui, donc vous avez ça en commun, oui. C'est ça. Après, justement, je lui reproche un petit peu de s'écarter et d'avoir trop de passion et du coup, on met de la distance malgré nous là aujourd'hui parce que finalement, on occupe le temps et chacun trop de son côté. Ah. Voilà. Vous voyez, on a trop pris d'aisance, je pense, chacun. Et du coup, c'est bête, on n'arrive pas à trouver du temps ensemble. Et est-ce que vous en avez discuté de ça avec votre mari? Oui, tout à fait. Oui. Donc, vous avez déjà une communication qui fonctionne bien. Je crois que c'est ce que j'allais dire. La clé, c'est la communication à chaque étape. Parce que, comme a dit Brigitte tout à l'heure, il n'y a pas de solution miracle. Ça, c'est clair. Ça. Et il n'y a pas de recette qu'on peut appliquer à tout le monde pour que ça fonctionne. Et ce qui est vraiment très important, c'est la communication, c'est de parler mais de ce qui va pas, mais de ce qui va aussi, et surtout d'échanger régulièrement et d'ajuster, de faire de telle sorte que chacun trouve son bonheur. Et peut-être que vous avez l'un pour l'autre un fort attachement au sens des fondations profondes qui font que vous êtes ensemble, quoi. Je l'espère. Oui, mais ça c'est aussi ce qui se construit au fil du temps. Cet attachement en profondeur. Alors je sais pas qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, mais c'est quelque chose qu'on ne peut faire qu'avec le temps. Mais exactement, c'est avec le temps, avec les expériences, avec les connexions en commun, c'est-à-dire le monde qu'on fréquente. La première connexion, elle est très ténue parce que c'est la connexion qu'on pourrait quasi qualifier d'artificielle.
naturel avec la passion. C'est quelque chose qui est mis en place par le cerveau sans vraiment qu'on ait beaucoup à faire. C'est automatique. Il y a quelque chose qui se passe entre le cerveau de votre partenaire et vous-même, et clac, il y a tous les réseaux qui s'allument. Comme des aimants. Oui, et donc ça c'est automatique, c'est très bien. Bon, mais quand ça disparaît, le reste, l'attachement réel, c'est quelque chose qui se crée avec le temps. Et comment est-ce que ça se crée? Mais par des expériences en commun. Quand on a partagé toutes les sorties qu'on fait, que ce soit au restaurant, au cinéma, les vacances, les loisirs, les clubs, tout ce qu'on peut faire ensemble, on est en train de créer des liens dans le cerveau. On construit les fondations comme on construit les fondations d'une maison. Oui. Et c'est pour ça que je dis souvent que d'avoir un peu de nostalgie de tout ce qu'on a vécu ensemble, c'est un bon moyen de renouer avec le désir, avec l'envie d'être ensemble, etc. Ça fait partie des techniques absolument qu'on peut évoquer. Je suis en train d'écrire un livre là-dessus en ce moment sur la thérapie de couple par les moyens neurobiologiques, et ça fait partie justement des astuces, c'est d'aller puiser dans les souvenirs en commun pour faire ressortir les émotions. La fameuse Madeleine de Proust. Oui, du couple. Oui, voilà. Merci beaucoup Muriel de votre témoignage, ça montre bien qu'on peut rester ensemble très longtemps. Merci beaucoup Muriel. Christophe est avec nous, bonjour Christophe. Bonjour Brigitte, bonjour Lucie. Bonjour Christophe. Alors, première question, vous savez que vous répondrez à 3 questions intimes et vous pourrez en poser une après Lucie Vincent. Donc, première question, Christophe, racontez-nous votre plus belle passion amoureuse. C'était quand? Vous aviez quel âge? Et est-ce que vous en gardez un bon souvenir? Ma plus grande passion amoureuse, c'est mon épouse. Je l'ai connue tout jeune en fait, et depuis on a grandi ensemble, on va dire. D'accord, et vous êtes donc toujours ensemble? Voilà. Bon, et écoutez, alors deuxième question, vous êtes ensemble depuis combien d'années? 24. Ah, 24, 2 ans de moins que Muriel, hein. Mais 24, c'est quand même pas mal. Et troisième question, écoutez, là j'ai envie de savoir quelle est sa plus grande qualité? Sa gentillesse. Voilà, après c'est une qualité que je veux dire. Alors je vais poser la question importante. Oui, vous avez tout à fait raison, mais je vais poser la question autrement. Qu'est-ce qu'elle vous apporte de plus? Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours aussi bien avec elle? De la sérénité et de la sécurité, on va dire. D'accord. Oui, on voit que c'est ça qu'apporte souvent le couple qui fonctionne bien. C'est cette sorte de confiance, de sentiment de sécurité dont on a tous terriblement besoin. Mais c'est-à-dire le sentiment de sécurité, c'est un petit peu l'effet secondaire automatique de la formation du lien. Donc, c'est ce qu'on recherche justement. Mais ce qui est bien, c'est de se rendre compte que l'autre nous apporte ça. Que l'on l'a. Eh bien, vous pouvez poser une question à Lucie Vincent. Elle vous écoute, Christophe. Je vais demander... je veux dire, quand notre compagne n'est pas sûre d'elle, on va dire, comment on peut lui remonter, à part lui dire qu'on l'aime et que... comment lui redonner confiance en elle, en fait. Comment lui redonner confiance en elle? Mais la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille grâce à des défis. Et quand on a des défis et on arrive à les surmonter, on acquiert automatiquement de la confiance en soi. Et on n'a pas besoin de faire des défis pénibles. Et pour moi, un très bon défi, c'est d'apprendre à danser ensemble, par exemple. On prend quelques figures de danse, tous les deux, et puis c'est très difficile au début. Et quand on y arrive, c'est un grand atout. On a beaucoup de plaisir, ça nous détend, ça nous fait rire, et c'est quelque chose qu'on partage à deux. Donc... Eh bien, dansez maintenant, comme dirait la fable. Merci Christophe, merci beaucoup. On se retrouve dans un instant. Séverine qui vient de nous appeler, qui a des questions à vous poser, Lucie Vincent. Vous voulez parler à Brigitte Lahaye? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Lucie Vincent est avec nous, neurobiologiste, et elle nous explique comment s'inscrit l'amour dans notre corps. Et vous êtes auteur évidemment de nombreux livres. Le dernier, c'est Tout commence avec le corps, justement aux éditions Odile Jacob, qui est en vente actuellement, si vous voulez. Séverine, vous avez des questions à poser. C'est Lucie Vincent vous écoute et c'est promis, je vous libère à 14h55 précise. Merci beaucoup. Donc bonjour Brigitte et bonjour Lucie. Bonjour. Merci à nouveau de m'accueillir dans votre émission toujours très constructive. Alors pour ma part, alors une question sans vraiment en être une. J'ai vécu, donc je suis en famille recomposée et j'ai eu une sensation vis-à-vis de l'amour avec mon partenaire qui a duré de très nombreuses années au moment où on avait un rapport sexuel. Et c'est, je pense, ce qui nous a permis aussi d'avancer, entre autres, avec évidemment plein d'autres éléments. Mais quand on faisait l'amour, je ressentais à chaque fois, au moment de la pénétration, au moment du coït, une sensation dans mon corps, je vais pas dire comme des frissons, mais quelque chose de très très puissant que j'avais jamais ressenti auparavant. Et c'est ce qui me faisait dire que c'était déjà très bien, très bon, très agréable, et puis qu'il y avait beaucoup d'amour, je pense, entre nous. Donc voilà, je voulais témoigner et en même temps, quel était ce sentiment aujourd'hui. En tout cas, c'est presque, c'est une sensation que vous parlez d'une sensation là, une sensation d'être comme s'il y avait quelque chose une chaleur, une sorte de. Mais une sensation associée avec une émotion, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, ouais, comme une vibration, une passion. J'ai l'impression qu'on était passionnel, alors, et qui a duré sans avoir une passion dans la vie de tous les jours, au quotidien, je veux dire. C'est-à-dire que vous ressentiez ça que lorsque vous faisiez l'amour. Enfin, c'est déjà pas mal, hein. Oui, alors que ressentir, il y avait d'autres sentiments au quotidien, dans la vie de tous les jours. On était très heureux de se voir, d'être ensemble, de se toucher, de partager des moments. On a des activités en commun. Et d'ailleurs, pour rejoindre tout à l'heure ce que vous disiez, quand il y a des périodes où c'est un petit peu plus bas, on va dire, puisque ça arrive, je pense, à beaucoup de monde, le fait de se rappeler des bons moments, et d'ailleurs tous les ans, à notre date d'anniversaire de rencontre, on se remémore à chaque fois notre premier rendez-vous, notre première rencontre, et il y a des frissons dans tout le corps, en tout cas pour ma part. Donc, mais justement, est-ce que votre mari ressent cette bouffée de passion au moment de faire l'amour, hein, comme vous? Je ne sais pas. Je n'avais jamais pensé à lui demander. Non, égoïstement, j'ai envie de dire oui, parce que j'espère, en fait. Mais sûrement, le fait de voir la passion dans vos yeux, ça doit forcément lui faire quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous savons que le mécanisme d'induction de la passion chez beaucoup d'animaux, ça passe par le coït, par une copulation. Et lors de la stimulation sexuelle, il y a la libération d'ocytocine qui fait que dans le cerveau, les différentes parties qui interviennent dans l'attachement sont tous actives en même temps. Et c'est ça qui crée le lien avec le partenaire. Donc, ce que vous dites n'est vraiment pas étonnant. C'est un phénomène, je pense, qui existe chez certaines personnes, mais vous avez un cerveau très doué pour la passion pendant que vous faites l'amour. Il faut en profiter. Et vous faites l'amour régulièrement encore? Oui, on est, on va dire, 3-4 fois par semaine. Donc, je pense que c'est assez régulier. C'est même au-dessus de la moyenne. Hein. C'est au-dessus de la moyenne. Oui, mais le fait de faire l'amour régulièrement, c'est quelque chose qui est évidemment recommandé pour ressouder les couples quand il y a une baisse dans le sentiment de passion pour l'autre. Totalement, effectivement. Ça, je pense que avec l'expérience, on s'en rend bien compte que quand il y a une petite baisse, le fait ou une petite altercation ou autre, un désaccord, il suffit de faire l'amour et ça y est, c'est reparti. J'ai envie de dire. Donc c'est vraiment quelque chose de très agréable. Mais voilà, ce sentiment, je l'avais jamais ressenti auparavant. Et j'ai été mariée. J'ai eu une histoire avant avant maintenant le partenaire avec qui je suis depuis 11 ans. Et
j'avais jamais ressenti ça en fait. C'est comme des frissons. Enfin, c'est vraiment une sensation très agréable. Hein, donc. Mais justement, moi, ça m'amène une question à Lucie Vincent, Séverine, ce que vous venez de dire. Finalement, on voit des couples qui se mettent ensemble et qui finalement sexuellement ne sont pas spécialement compatibles, mais se mettent ensemble pour d'autres raisons et pensent toujours que ça va s'arranger. On entend bien qu'avec Séverine, l'alchimie sexuelle corporelle doit fonctionner à merveille, en tout cas pour elle et certainement pour lui, sinon il ferait pas l'amour aussi souvent. Oui. Quelle serait la différence dans le cerveau entre la raison qui fait qu'on se met avec quelqu'un parce que sans doute il y a des valeurs communes ou etc. et puis l'alchimie corporelle? L'alchimie corporelle n'existe pas toujours, mais quelquefois on trouve chez quelqu'un une reconnaissance des mêmes émotions en face de différentes situations. Un effet miroir en quelque sorte. Exactement, et qui crée aussi un attachement. Mais quelquefois, cet effet miroir peut entraîner le fait de faire l'amour et on peut apprendre une sorte d'alchimie amoureuse avec quelqu'un. Mais cet effet miroir, c'est ce qu'on retrouve dans l'amitié, par exemple. L'effet miroir, c'est ce qu'on trouve dans l'amitié, oui, absolument. Oui. Mais le fait de faire l'amour, ça exalte beaucoup plus cet effet amitié, justement par ces mécanismes physiologiques de stimulation sexuelle qui stimulent le cerveau. Mais en même temps, on voit, Séverine, vous êtes toujours à l'antenne, hein, si vous avez envie de réagir. Et en même temps, on voit beaucoup d'amitiés qui vont durer presque toute une vie, alors que l'amour, on sait que c'est plus fragile. L'amour passionnel. Mais quand l'amour passionnel se transforme en amitié, eh bien, cette amitié très forte, parce que quand même on passe beaucoup de temps avec notre partenaire, on a beaucoup d'expériences partagées, on a même aussi des amis, des familles, des collègues qu'on partage, donc on crée une matrice. C'est plus qu'un attachement, c'est une matrice. Donc en fait, quand on réussit à créer cette amitié dans le couple et qu'on garde la relation sexuelle, on a beaucoup de chances que le couple dure. On a beaucoup de chances que le couple dure. Et je pense que quand ça ne dure pas, c'est souvent parce qu'il y a un déséquilibre dans la libido. Et à ce moment-là, c'est très difficile quand il y en a un qui a envie de faire l'amour et pas l'autre, eh bien, d'amener l'autre à avoir envie pour justement recréer ce sentiment d'appartenance. C'est ça qui pose beaucoup de problèmes chez les couples en thérapie. D'accord, ok. Enfin, nous, on a commencé avec un sentiment d'amitié au départ, je pense. On avait des relations régulières, mais pas très, pas aussi aujourd'hui. Avec le temps, forcément, avec le fait d'apprendre à se connaître, mais les premières expériences n'ont pas été très bonnes, on va dire plutôt. Et aujourd'hui, voilà, c'est vraiment de la passion. Quand on fait de l'amour, on est. Oui, mais c'est intéressant. On est vraiment en lien. C'est intéressant parce qu'on voit que là, il y a forcément des valeurs communes, il y a une sorte de socle commun, et puis après, il y a eu ces frissons dans le ventre qui font que maintenant, il me semble que la relation, elle est assez solide. Séverine, je vous retiens pas plus longtemps. Je vous avais promis de vous rendre, vous libérer à 14h55. C'est exactement l'heure qu'il est. Mais il nous reste un tout petit peu de temps avant les infos, et je voudrais aussi vous poser la question. On voit des couples à un moment donné qui s'éloignent alors qu'ils avaient des valeurs communes, et puis il y en a un qui évolue différemment. Il y a moyen d'éviter ça? Qu'est-ce que vous diriez? Mais c'est c'est l'autre écueil vraiment classique, c'est-à-dire qu'on évolue dans la vie. On a dit en début d'émission que notre cerveau est fait pour se développer en permanence en fonction du vécu. Alors, on est deux individus malgré tout au sein d'un couple, et s'il y en a un qui commence un tel loisir ou des études ou une vie un peu différente, une passion, pour un travail, pour la musique ou pour le chant. Et puis, on se poursuit, et petit à petit, avec le temps, ces deux cerveaux qui avaient beaucoup de choses en commun, tout d'un coup, ça s'atténue, ils en ont moins. Et puis bon, soit assez tôt dans le processus, on s'arrête et on se dit, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on souhaite, et on retravaille et on trouve des moyens de se retrouver davantage. Soit ça se dissipe et puis on ne se parle pas, et puis il y a
malentente et le couple se sépare. Et il y a moyen de l'éviter. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours garder des projets communs, des passions communes, des moments partagés. Sinon, en effet, le couple risque oui, c'est ça. Et une fois de plus, comme vous avez dit tout à l'heure, la communication est clé. Si on n'est pas en train de se parler régulièrement, si on ne se donne pas des rendez-vous en tête-à-tête, où il n'y a pas les enfants, la belle famille, les amis, et c'est essentiel le tête-à-tête pour un couple, et de parler de tout. Et oui, donc déjà pas mal de pistes qu'on a données pour arriver à maintenir l'amour entre vous. On va continuer évidemment dans cette deuxième heure. Vous pouvez nous rejoindre au 0826 300 300. Merci Séverine. Petite définition du grand amour. Après les infos, vous nous donnerez la définition du grand amour. Petite définition du ou grande définition, comme vous voulez. Allez, on se retrouve tout de suite après les infos. Et avec vous, bien sûr, on continue à parler d'amour. N'est-ce pas la chose la plus importante, finalement? Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Lucie Vincent est avec nous. Vous êtes neurobiologiste, vous êtes autrice de nombreux ouvrages. Et aujourd'hui, on parle de l'amour parce que c'était votre premier livre. Comment tombe-t-on amoureux? En fait, c'était pas mon tout premier livre. Le premier livre que j'ai jamais écrit pour Odile Jacob s'appelait La forme et la frime, et c'était sur le fait que je trouvais que l'engouement pour les régimes et l'exercice à outrance était ridicule. Donc, mais quelques années plus tard, je n'étais pas destinée à réécrire, forcément, mais c'était en trouvant cet article scientifique dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était vraiment très, très important, fondamental, et je me suis dit, mais il faut absolument qu'on le sache, ça, c'est trop intéressant. Et c'est pour ça que j'ai écrit le premier livre sur l'amour. Et ça a eu un certain succès, il faut dire. Ça intéresse. En quelle année il était sorti? 2006. 2006, oui, je me souviens, puisque c'est certainement à cette époque-là qu'on s'est rencontrés. Mais exactement, voilà. Notre histoire d'amour à nous, Brigitte. Et oui, et qui se construit en profondeur. Exactement. Alors, la définition du grand amour... Oh là, j'ai même pas eu le temps d'y penser. En fait, c'est une expression qui date du XVe siècle, le grand amour, parce qu'à l'époque, l'espérance de vie était de 35 ans. Donc, c'était le grand amour, puisque de toute façon, on mourait avant de se quitter, si je puis dire. Oui. Et puis, on n'avait pas beaucoup les moyens de se quitter aussi. Non, c'était pas évident, en effet. Frédéric nous rejoint. Bonjour Frédéric. Bonjour Brigitte. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alors vous n'êtes pas en couple depuis 26 ans, mais depuis 4 ans. Donc c'est un petit peu une autre histoire. Et justement, voyons ce qui se passe. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que, on vit pas ensemble. Donc voilà, il y a eu pas mal de cassures. C'est vrai que c'est quelqu'un avec qui c'était tout feu, tout flamme au début quand on était ensemble. C'est vrai que j'ai vécu de belles choses avec lui. Après, il y a eu sa trahison, donc à 2 reprises, trahison. Et puis maintenant, il est revenu, mais il a une attitude comme si c'était moi la coupable par rapport au fait que qu'il m'ait trahi, quoi. Par rapport à son infidélité. Et c'est vrai que moi, je le retrouve plus comme avant. Voilà, c'est... Alors, ce qu'on entend surtout, Frédéric, c'est que vous en parlez mal. C'est-à-dire qu'on sent que vous n'êtes, en tout cas, d'abord plus en confiance avec lui. Exactement. Et donc la question qu'on a envie de vous poser, qu'est-ce qui fait que vous restez? Écoutez, moi je m'éloigne progressivement. De toute façon, j'ai pas le choix. Là, il va partir sur son lieu de vacances. Il m'a même pas proposé de venir avec lui. Quand je lui en parle, non, il faut que tu t'occupes de ta fille. Ma fille est en couple, mais voilà. Mais il faut que tu t'occupes de ta fille, il faut que tu t'occupes de ça. Enfin tout il semble-t-il en train de mettre en place une stratégie pour que vous partiez. Exactement. C'est ça. Exactement. Tout à fait. Je ressens comme ça aussi. Voilà. Rien n'est fait pour que... Mais alors, qu'est-ce qui fait que vous restez quand même? C'est pas que je reste, puisque moi je lui ai dit que j'avais compris sa façon de procéder. Je lui ai envoyé un message tout à l'heure, on en a discuté.
Et puis il m'a dit de toute façon tu fais comme tu veux parce que bon moi comme je lui ai dit j'en conclus que bon tu es orienté vers d'autres horizons quoi. Donc moi j'ai plus de place à avoir dans ta vie. Il m'a pas carrément dit que c'était terminé parce que bon c'est quelqu'un qui s'en va qui revient tout le temps, il fait que ça. Donc voilà, moi, ma porte va être fermée définitivement parce que bon, c'est plus possible et puis j'en ai souffert. Mais Frédéric, moi, ce que j'entends, et puis je pense que Lucie Vincent va pouvoir vous dire des choses. Moi, ce que j'entends, c'est que quelque part, bon, il est très lâche, hein, et on voit bien qu'il a qu'une envie, c'est que la relation s'arrête. Et vous, vous êtes un peu en train de mendier quelque chose depuis quelque temps, et finalement, du coup, vous ne vous respectez pas parce que c'est une relation qui vous fait perdre de l'estime de vous et ça c'est toujours très très nocif. Alors je peux comprendre aussi, c'est difficile de partir quand on espère encore des petites choses qui de temps en temps peuvent arriver, mais on se fait plus de mal que de bien, il me semble. Lucie, oui, tout à fait. C'est difficile, c'est une histoire apparemment. Vous parlez de votre fille qui est en couple, donc ça sous-entend que vous avez un certain âge, vous n'êtes pas toute jeune. Et votre histoire avec cet homme dure depuis 4 ans, donc c'est une histoire que vous avez commencé dans une deuxième vie, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Oui. Donc on n'est plus dans les mêmes aptitudes à tomber amoureux un peu plus tard dans la vie, donc déjà ça c'est difficile de garder de l'enthousiasme, on va dire, pour son partenaire. Oui, de toute évidence, il met pas beaucoup du sien, mais je comprends que vous avez peur de vous trouver seul, donc vous espériez retrouver quelque chose avec lui, c'est ça? C'est-à-dire qu'on s'est revus ce week-end, il a été très attentionné, et puis une fois qu'on est passé à l'acte, après, il n'y a plus rien, quoi, voilà. J'ai trouvé, je lui ai dit, mais pourquoi tu mets tant de distance? Ah bah non, c'est toi qui réagis bizarrement. Je dis bah non. Puis bon, après, il me fait dire que je suis bipolaire parce que bon, c'est quelqu'un qui me tient à distance après, quoi. Donc voilà. Oui, mais vous voyez, vous parlez beaucoup de lui, mais c'est. Oui, il m'oublie dans tout ça. Oui, vous oubliez parce que moi je pense que vous avez besoin d'être un peu plus en confiance avec vous-même et c'est le travail que vous devez faire parce que visiblement cet homme il ne vous a pas apporté quelque chose qui vous aurait permis de vous sentir mieux avec vous-même et ça vient certainement bien avant lui, hein, je crois. Je ne sais pas, mais bon, c'est vrai qu'il m'a trahi au moment où j'ai eu mon premier cancer et puisqu'il m'a trompé. Il revient après parce que je lui manquais. Moi, vous savez ce que j'ai envie de vous dire, Frédéric, c'est que c'est pas toujours le cas. Hein, je fais surtout pas une généralité, mais parfois le cancer, on l'a parce qu'on n'a pas su manifester sa colère. Et moi, j'entends dans votre témoignage qu'il y a une colère souterraine. Et je pense que chez vous, il y a quelque chose qui doit exploser, qui doit éclater. Soyez peut-être apte à être un petit peu en colère contre je ne sais quoi, hein, contre des choses et d'ailleurs, le sentiment de trahison, souvent, est une sorte de réponse à une colère qu'on n'ose pas manifester. Peut-être, je ne sais pas. Donc, contre quoi vous pourriez être en colère? Essayez de vous poser la question. Je vous demande pas de me répondre là, tout de suite. Oui, c'est peut-être compliqué pour vous. Mais essayez de voir qu'est-ce qui vous met en colère. Qu'est-ce qui vous met en colère? Et qu'est-ce qui, en règle générale, et là je parle pas de lui, vous donne un sentiment qu'il y a trahison? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de respect. Après, moi, je parle pas de lui. Je parle pas. Oui, il y a pas eu respect. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être, bon, déjà ça, on l'entend dans votre témoignage, vous avez du mal à vous respecter, mais peut-être que quand même, dans votre première histoire d'amour ou dans votre enfance, vous n'avez jamais tellement eu le sentiment d'être respecté. Et c'est peut-être là. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a eu des choses comme ça. Oui, il y a eu un souci au niveau de l'enfance. Bon, moi, je vous invite vraiment. Je ne sais pas si vous avez peut-être besoin de vous faire aider, mais je vous invite vraiment à travailler sur le respect de vous-même. C'est la chose essentielle. Et à partir du moment où vous vous respecterez mieux, je pense que vous aurez plus de facilité à être dans une histoire d'amour qui fonctionne.
Ouais, mais là, c'est vraiment la première fois que ça m'arrive. J'ai dit, mais attends, il juge ma famille, il juge tout ce qu'il y a autour de moi. Et lui, tout est parfait, quoi. Moi, Vous voyez, vous reparlez de lui. Oui, tout à fait. Parce que j'en souffre. Là, c'est pareil. Je vais pas dire que j'avais à nouveau quelque chose, un autre problème de santé. Mais il ne peut que vous faire souffrir. Exactement. Moi, je crois que c'est toxique et c'est vrai qu'il va falloir vraiment que je tourne cette page. Vous avez dit le mot. Il est toxique. Il est toxique pour vous. Et même s'il vous a apporté du bien à certains moments, c'est une relation qui vous fait du mal. Tout à fait. Ok. Bon, ben, très bien. Bon courage, Frédéric. Merci en tout cas. Merci beaucoup. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant, Lucie Vincent. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Tous les week-ends, je suis branché Sud Radio, mais ça fait quelques années déjà. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Lucie Vincent est avec nous. Nous parlons évidemment d'amour, de passion, d'amour durable. Emmanuel nous rejoint. Bonjour Emmanuel. Bonjour à toutes les deux, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Nous aussi, bonjour. Alors je viens de faire un petit calcul avec ce que j'ai sur la fiche de votre appel. Donc vous êtes mariée depuis 42 ans oui. Et vous vous êtes connue quand vous aviez 17 ans. Donc si j'ai bien compris, vous avez 59 ans. En fait, un petit peu plus que ça. J'ai 62 ans. Oui, bah ça va, on va pas. Ça va. Mais je suis restée jeune et belle. Ben, je n'en doute point, puisque l'amour rend belle, Emmanuel. Exactement. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec ça. Et on le sent dans votre voix, que c'est pas du pipeau. C'est gentil, merci. Alors, racontez-nous. Alors, écoutez, voilà, comme vous le disiez, moi j'ai connu mon conjoint, j'avais donc 17 ans. Donc, premier amour, première expérience dans tous les sens du terme. Et j'en ai 62, bientôt 63. Et toujours autant d'amour d'un côté que de l'autre. Alors, je dirais pour moi que l'amour est différent entre mes 17 ans et mes 62 ans, parce qu'en fait, 17 ans, c'est la fougue, la découverte, les premiers émois, les tests, on ne sait pas encore ce que l'on veut vraiment, etc. Et puis, à 63 ans, on a l'expérience et on sait vraiment précisément ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas. Et donc du coup, on voit les choses complètement différemment. À savoir que voilà, quand on est jeune, on teste. Mais quand on est âgé, on a des valeurs qui changent parce qu'on a un vécu qui fait que notre physique aussi va changer, que notre mode de vie aussi a évolué. Et également on a des valeurs aussi qui vont peut-être être un peu plus exacerbées que lorsqu'on aborde l'amour la première fois, en fait, tout simplement. Est-ce qu'il y a eu des moments au cours de votre vie à deux où il y a eu des problèmes, où vous vous êtes demandé si c'était la fin, et si oui, comment est-ce que vous avez réussi à surmonter ces problèmes? Alors, il y a eu effectivement, lié à une tromperie de la part de mon conjoint. Donc ça a été évidemment un moment très difficile où il y a eu l'éloignement physique qui s'est fait à cet instant-là, uniquement dans la chambre, mais pas dans la vie du quotidien. C'est-à-dire qu'on est resté à vivre ensemble. Et puis on a engagé une thérapie. J'ai engagé plusieurs modes de thérapie, en tout cas en ce qui me concernait, pour avancer. Et puis analyser aussi ce que je ressentais à cet instant-là, c'est-à-dire après le coup de la colère, après l'annonce, la déflagration, voilà, qu'on subit dans ce genre de situation quand on n'y est pas préparé, entre guillemets, puisque en fait je pensais vraiment pas que ça allait m'arriver. Et puis après on cherche à comprendre et on analyse ce qu'on a eu avant et comment on va repartir après. Et est-ce qu'on aime toujours le conjoint ou pas? Moi ça a été mon cas, c'était son cas aussi. Donc après, ça a été la reconstruction d'un monde nouveau, en fait. Donc se réapprovisionner, voilà. Et en même temps, arriver à pouvoir faire confiance à nouveau. Voilà, donc ça a été vraiment ça le travail principal. Et finalement, au travers de ça, voilà, en tout cas pour tous les deux, ça a été le fait de se dire, non, finalement, on n'a pas envie de se séparer. On a quand même envie de rester ensemble, de continuer notre route ensemble. Et en fait, il y a des choses qui ont changé dans notre mode de vie du quotidien.
Mais vous dites des choses essentielles, donc ça montre que le travail a été bien fait. On surmonte une infidélité, mais on repart sur des bases différentes. Et vous le dites très très bien. Merci, en fait c'est ça. Parce que si on veut reconstruire sur de l'ancien, on a tout faux, à mon avis. Oui, parce qu'on garde en sous-texte, si je puis dire, l'infidélité, alors que là, on repart on fait un nouveau départ et on tourne la page, en quelque sorte. On se trouve comme deux nouveaux individus, un petit peu, avec un vécu différent. Donc, Et en même temps, ça permet de repositionner aussi parfois des petites choses qu'on n'aurait pas faites auparavant, parce que il y avait la routine du quotidien, et puis voilà. Mais là, comme on dit, on met tout à plat et on décide de repartir du bon pied, on en profite pour faire un petit nettoyage aussi, par la même occasion, de ce qui nous dérangeait chez l'un ou l'autre, et puis on essaye de l'améliorer, voire même de l'éliminer quand c'est possible, pour pouvoir vivre autre chose et autrement. Et vous dites que vous avez entamé plusieurs thérapies pour vous-même. Est-ce que vous avez fait une thérapie avec votre mari aussi? Alors, elle a été de courte durée, en tout cas pour ce qui concerne la thérapie de couple, parce que pour lui c'était très difficile. Ce que je peux comprendre, parce que comme toutes les thérapies, ça fait remonter des choses qui parfois sont très très douloureuses. Donc voilà, j'ai pas insisté plus que ça. Je pense que de toute façon, il y reviendra naturellement pour lui, peut-être personnellement. Mais je pense que de toute façon, il faut avant tout être un peu égoïste dans ces cas-là et pour se reconstruire soi-même, il faut travailler sur soi et pas tout le temps être penché vers l'autre constamment et s'oublier dans cette histoire-là. Il faut vraiment se reconstruire. Donc on travaille pour soi avant tout. Mais voyez Emmanuel, d'abord on entend une grande tolérance chez vous et ça aussi c'est agréable à entendre. Mais je crois aussi que cette épreuve, parce que c'est une épreuve, surtout quand on a une sorte d'illusion de la fidélité pour la vie, c'est aussi une épreuve qui, quand on arrive à la dépasser, renforce notre estime de soi et notre amour de soi curieusement, parce qu'on se rend compte que quand on sait pardonner, même si c'est pas pour ça qu'on oublie, quand on sait pardonner, on a une grande estime de soi qui nous envahit. Et ça, dans votre voix, on l'entend, et je tiens à le souligner parce que très souvent, malheureusement, on n'arrive pas à pardonner parce que c'est pas facile, mais vous avez su vous en donner les moyens aussi, visiblement. Oui, mais on était deux dans cette histoire-là aussi. Si je n'avais pas senti que mon conjoint travaillait justement pour essayer de changer la donne et puis de repartir sur de bonnes bases, toute seule, je n'y serais pas forcément arrivée. Je dis pas qu'il ne serait pas arrivé, parce que j'ai confiance en ma capacité d'avancer et j'ai pris conscience aussi au travers de ça d'un certain nombre de choses auxquelles je ne croyais pas forcément, quant à mon pouvoir de séduction, quant au fait de... Parce que je regardais plus tout ça. J'avais, en fait, pour moi, le monde était tout autour de mon conjoint. C'était la perle rare. Vous étiez trop sûr de vous et quelque part trop sûr de lui, oui. Ah ouais, complètement. Et donc, du coup, il y avait des choses auxquelles je n'avais pas pu appréhender, en fait, parce que justement, est-ce que vous pourriez dire, oui, la confiance totale. Est-ce que vous pourriez dire que finalement, quand on est à un moment donné trompé, j'aime pas ce mot, mais j'en ai pas doute là tout de suite, on avait quand même en amont quelques indices qui laissait à penser que ça pouvait arriver. Est-ce que vous diriez ça? Oui, tout à fait. Mais on les voit pas. En fait, quand on est dans la routine du quotidien parfois et qu'on se sent bien, parce que moi je me sentais bien. Oui, mais lui aussi sûrement. Cette histoire-là, non, en fait, il se sentait pas bien, mais ça a été son moyen de communication d'une certaine façon. Et au lieu de venir vers moi et de me parler de la problématique, il a décidé d'une certaine façon de me protéger et d'aller exposer sa souffrance ailleurs. Donc ce qui n'était pas forcément la bonne solution. Mais effectivement, maintenant, quand je retrace ce parcours d'années, il y a des choses, je me dis, mais Laure, c'était là sous ton nez.
Et tu ne le voyais pas. Emmanuel, il y a juste une question que je voudrais poser à Lucie Vincent, parce que c'est quelque chose que j'entends et je voulais avoir sa vision de biologiste. J'entends souvent, Lucie Vincent, quand des gens se rencontrent très très jeunes, et souvent même d'ailleurs vierges, hein, comme c'était votre cas, Emmanuel, c'est souvent plus facile de faire durer l'histoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et si oui, pourquoi? Je pense que ça vient du fait que on est fait pour se reproduire physiologiquement dès l'âge de 14-15 ans. Alors, quand on se rencontre très jeune, tous les processus physiologiques pour la création du lien sont optimales. C'est le moment où vraiment ça se forge. Il y a un ancrage très fort. Ouais. Et en plus, c'est un ancrage qui se fait avec la famille de l'autre. Parce qu'on est jeune, souvent, on les voit beaucoup et c'est comme si on faisait partie de la famille de l'autre. Et tout ça, ça crée des liens extrêmement forts dans le cerveau. Et je pense que ce sont des choses qui durent, même si le couple ne dure pas dans l'absolu, ce lien reste malgré tout. Je pense. Oui, j'irais même pousser ça plus loin en disant que comme on est dans la jeunesse et dans la première expérience, on expérimente en fait. Donc on est plus malléable. Alors que quand on a un parcours de vie, il y a des choses qu'on a appréciées, d'autres que l'on n'a pas aimées, et donc du coup on réajuste le tir. Donc on est un petit peu plus exigeant. Comme vous êtes malléable, évidemment, l'autre peut s'inscrire très facilement en vous, si je puis dire. Oui. Exactement. Oui, et comme c'est la première fois, tout est éblouissant. C'est une découverte absolue, donc les effets sont multipliés. C'est ça, de l'adrénaline à 200%. Voilà. Oui, mais ça fait aussi une fondation de votre couple qui restera quoi qu'il arrive, et c'est une force aussi qui vous a enraciné. Emmanuel, je vous remercie vraiment beaucoup. C'est un très beau témoignage et qui donne beaucoup d'espoir à tous ceux qui nous écoutent, parce que vous avez dit tellement de choses. Merci beaucoup. On fait une petite pause. J'ai choisi un love conseil qui s'appelle Savoir aimer, et vous pourrez réagir évidemment, Lucie Vincent. On va tester aussi un petit jouet avec Leïla, et puis vous pouvez nous rejoindre au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Savoir aimer, voilà mon love conseil. Et Lucie Vincent, vous réagissez évidemment à chaque moment, que vous soyez d'accord ou pas. Voilà. Donc aimer, beaucoup disent, c'est savoir donner et savoir recevoir. Absolument. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, a priori, il faut donc lâcher toute forme de contrôle sur son partenaire. Et c'est là où les ennuis commencent, parce que la peur de s'abandonner à la relation, c'est déjà un handicap majeur, comme la peur d'être jugé. Tout ça fait que on n'est pas toujours dans le savoir donner et recevoir. On est souvent dans le besoin de donner pour se faire aimer, ou pour croire que parce qu'on donne beaucoup, on va nous aimer, etc. Oui, il y a beaucoup une question de confiance qui entre en jeu là. Exactement. Et pour ça, il faut avoir une bonne estime de soi pour savoir aimer. Il faut avoir une bonne confiance en soi, une bonne estime de soi. Et à partir de ce moment-là, on va savoir aimer. Donc, si on est dans des relations d'amour qui sont chaotiques, qui sont toxiques, peut-être qu'il est important de faire un travail pour améliorer son estime et sa confiance en soi. Son estime de soi, oui. Pour pouvoir aborder une relation à égalité avec quelqu'un, c'est obligatoire. Sinon, il va y avoir un déséquilibre qui se met en place. Il faut aussi être capable de se dévoiler, d'exprimer ses attentes sans l'exiger. Savoir s'ouvrir à l'autre, en quelque sorte créer une intimité psychique également, pas uniquement corporelle. Et donc à ce moment-là, il y aura des échanges sur l'ordre de la communication, mais pas uniquement corporelle. Et ça n'a rien à voir avec la passion amoureuse. C'est plus mais c'est par ce biais-là qu'on entame la création du lien amitié de longue durée, plus solide, qu'on maintient justement par ces genres de conversations régulières. C'est une définition que j'ai retrouvée aussi, que je trouve assez juste. Aimer son partenaire, c'est composer avec ce qu'il est et croire en lui. C'est assez joli. C'est très joli, oui.
Oui, et pas essayer de le changer, je remarque. N'est-ce pas? Alors, j'ai trouvé aussi, parce que j'ai travaillé pour vous sur ce Love Conseil, Lucie Vincent, notre capacité à aimer, elle est variable évidemment suivant les individus, tout le monde s'en douterait, et j'ai trouvé 4 paramètres. Alors évidemment il y a les messages qu'on a reçus durant l'enfance, si on a été plus ou moins sécure, etc. Bon, tout ça, c'est pas la peine de revenir, on en parle souvent. Et puis il y a aussi des injonctions qui sont soit libératrices, soit inhibitrices. Par exemple, si on a une mère qui nous a dit tous les hommes sont des salauds, c'est pas facile d'en choisir un bon. On va plutôt en choisir un mauvais. Absolument. Pour obéir à maman. Absolument. 3e paramètre, il y a des missions de réparation aussi qui sont parfois très inconscientes. Par exemple, ce désir de sauver l'autre qui va nous faire pas rentrer dans une relation très très épanouissante. Oui, par exemple. C'est un exemple de déséquilibre. Oui. Et alors ça peut être le désir de sauver l'autre, mais quand on est dans le syndrome du sauveur, ça peut aussi être le désir d'être dans la puissance de la relation. Comme ça, on garde le pouvoir. C'est pas toujours aussi généreux. Merci. Et par exemple, je vais donner un exemple très concret. On veut devenir psychiatre pour soigner une mère qui était dépressive. De même, on peut vouloir venger sa mère des hommes parce que son mari l'a beaucoup fait souffrir, et du coup, on va mal se conduire avec son partenaire. Enfin bref, on voit qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui rentrent en jeu dans ce 3e paramètre. Et dernier paramètre, c'est aussi nos rencontres tout au long du parcours qui fait qu'on va aimer différemment entre le moment où on sort de la puberté et la suite. Ah mais absolument, et ça c'est très important, et d'où l'importance de toutes ces conversations qu'on doit avoir en permanence, échanger, partager, je pense. Alors quand on a terminé ce Love Conseil, à quel point c'est pas si simple l'amour. Mais non, vous l'avez dit en début, il n'y a pas de solution miracle, et c'est un travail constant. Et si on pense que ce n'est pas du travail, c'est juste qu'on a trouvé son rythme de travail et c'est devenu une routine, mais on fait le nécessaire. Ou qu'on est talentueux dans l'amour. Donc il n'y a pas de travail, il y a du talent. C'était qui nous disait que le fait de faire l'amour, d'avoir envie de faire l'amour avec son partenaire, quand même que ça permet de surmonter beaucoup de difficultés dans le couple. Parce que quand cette envie, ce désir sexuel existe, c'est vrai que ça c'est un don magique. Moi, j'irais jusqu'à dire que aimer faire l'amour, ça permet d'avoir plus confiance et une meilleure estime de soi déjà. Mais déjà, oui. Bon, donc déjà on peut se masturber. Bon, on devait tester un jouet. Malheureusement, Leïla a eu un petit accident. On lui souhaite un prompt rétablissement et on espère la retrouver bientôt avec nous sur Sud Radio. Fred, bonjour. Oui, bonjour Brigitte et Lucie. Bonjour. Tout d'abord, c'est la première fois que j'ose prendre la parole. Je dis bien j'ose. J'écoute fidèlement votre émission depuis bien longtemps. Et je dirais que c'est quelque chose que je partage avec mon épouse aussi de temps en temps. Et quelle bonne idée. Notre expérience en fait. Et donc c'est Emmanuel, votre épouse. Alors presque, ça pourrait l'être parce qu'on est sur des parcours très très similaires. Nous sommes un très très vieux couple. Ouais. Enfin, il paraît. Nous, on se sent jeunes, mais il paraît que nous sommes un vieux l'amour couple. maintient jeune, Fred. Ah ben j'espère bien, oui. Donc oui, ça fait 44 ans que nous sommes mariés. Bravo. On se connaît depuis plus de, 50 ans au moins. À travers l'école, à travers le collège, voilà, c'est un amour de jeunesse. Ouais. Qui a mis longtemps à mûrir, à se concrétiser. C'est absolument pas le coup de foudre comme ça dans lequel on tombe, c'est plutôt, je dirais, une volonté obstinée de conquérir quelqu'un qui a fait que elle est devenue mon épouse. Mm-hmm. Et voilà, donc nous avons également eu des enfants très tôt. En fait, nous n'avons jamais eu de vie de couple
seul. On a toujours vécu tout de suite avec des enfants. Avec un enfant d'abord, et ensuite un deuxième, et ensuite un troisième. Et donc on a passé une première partie de notre vie à nous consacrer d'abord à nos enfants, et puis ensuite, les enfants grandissant, vers l'âge de 35 ans, on s'est dit il faut quand même aller explorer un peu tout le reste. Alors on a eu une vie amoureuse très intense, hein, ça il va de soi, mais quand même avec une priorité d'abord construite autour des enfants, et ensuite petit à petit. Mais donc si je comprends bien, oui. C'est quand vous avez 35 ans que les enfants déjà sont grands, enfin suffisamment grands, enfin suffisamment pour que vous puissiez profiter enfin de votre vie. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que c'est assez rare aujourd'hui puisqu'on a plutôt des enfants tard. Et pourtant, c'est presque dommage parce que 35 ans, on est encore très très jeune et on peut vraiment profiter peut-être encore mieux de sa vie, quoi. Oui, alors j'ai pas d'avis sur ce qui est bien ou pas bien. Non, mais voilà, moi non plus. Nous c'était comme ça. Et finalement, on a essayé de faire avec. Et on a beaucoup parlé, bien sûr, y compris sur nos envies, y compris sur nos plaisirs, y compris les périodes où nous étions des parents assidus. Ça nous a jamais empêché de s'occuper de nous en tant que couple, hein, malgré tout. Et justement, le fait de ne pas avoir été seul à un moment donné, il a fallu quand même toujours entretenir cette flamme, y compris avec les enfants. Et donc, on s'en est arrangé, accommodé, mais finalement, c'était une bonne chose, je trouve, parce que, une bonne chose, disons pour nous, c'était bien, parce que ça nous a permis de faire évoluer notre couple. Donc là, on entend beaucoup de communication entre vous. Oui. Encore. Oui, énormément à ce stade-là, parce que ensuite le risque c'était vers 35 ans se dire maintenant finalement comment est-ce qu'on va vivre la suite, quoi, parce que je dis pas que les enfants sont une finalité, mais c'est quand même une grande étape. Et à ce moment-là, se sont posées des questions sur la fidélité, sur d'autres expériences, sur comment raviver la flamme, sur comment avoir des expériences qu'on n'a jamais eues, parce que tous les deux nous avons été nos premiers amours, donc voilà. Et vous en avez parlé? Et on en a parlé, et ça a mis longtemps à mûrir, et on a pris un chemin qui était le nôtre, qu'on a choisi ensemble, qui était celui de rester très fidèles dans nos têtes, mais pas forcément toujours dans la réalité. C'est-à-dire que nous autorisions ensemble, souvent, c'est une forme de libertinage, hein, ni plus ni moins, à aller explorer d'autres choses. Et ça nous a amené effectivement à vivre très intensément, mais avec le plaisir pour moi qui était toujours celui de ma femme. En fait, j'avais en réalité à travers ça bien souvent ce que nous cherchions, c'était à nous créer des bons moments qui étaient ensuite des moments dans notre intimité qui nous permettaient de raviver la flamme, y compris entre nous. C'est des souvenirs, c'est des sensations qu'on utilisait ensuite entre nous en réalité. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que le désir d'autres hommes pour votre femme, ça vous la rend encore plus désirable à vos yeux? À 100%, oui, évidemment. Oui, c'est ça, oui. Mais ça, c'est un phénomène dont on parle beaucoup et qui est en train d'être un petit peu remis à la mode par les polyamoureux, les groupes de personnes. Mais c'est encore autre chose, le polyamour. Oui, c'est autre chose. On n'a jamais été dans cette situation-là, en fait, de polyamour. Non, je parle juste de ce phénomène de être excité par le regard d'un autre sur votre amoureux. Oui, ce n'est pas du tout la même chose, je suis d'accord. Oui, et surtout, c'est aussi une façon de donner confiance en une femme qui, bien ayant eu 3 enfants, se sent désirable, belle, et donc prend une confiance, ou construit une confiance qu'elle ne soupçonnait presque pas, je dirais. Il y a eu un épanouissement assez formidable dans ces Mais vous voyez, ce que je trouve vraiment intéressant dans votre témoignage, Fred, vous savez que j'aime bien toujours faire le lien entre le début du témoignage et puis la suite, c'est qu'au fond, vous avez choisi cet objet d'amour. Quand je dis objet, c'est au sens psychanalytique du terme, c'est pas du tout pour traiter votre femme d'objet. Vous l'avez choisi avant même qu'elle se rende compte que vous l'aviez choisi. Vous avez tout fait pour l'obtenir, et ensuite vous l'avez façonné, vous l'avez mis sur un piédestal, vous l'avez aidé à devenir désirable et désirante. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose et au fond, même si c'est a priori quand on vous écoute elle qui serait la reine du couple, en fait c'est vous quand même qui
tirer les ficelles. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça fonctionne très très bien parce que chacun y a trouvé son compte et c'est pour ça que ça marche. Et effectivement, c'est la reine et je dirais tout tourne autour de ça. Oui, effectivement. Alors on peut parfois dire c'est une forme de manipulation. On peut dire non, puisque tout le non. À partir du moment où chacun, les chagrins diront ça, si vous voulez. Oui, ça c'est les jaloux et les envieux. Non, voilà. Mais à partir du moment où chacun s'y retrouve et que chacun est heureux, je vois pas pourquoi on parlerait de manipulation. C'est-à-dire que chacun est heureux dans ce rôle-là. Et enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Lucie Vincent, de ce que je viens de d'analyser. À partir du moment où tous les deux sont heureux et sur deux, c'est sûr que les rôles doivent être différents. On ne peut pas tous les deux jouer le même rôle dans cette situation. Et quand la première fois, est-ce que vous avez eu des doutes? Est-ce que vous avez hésité à sauter le pas? Oui, évidemment, ça fait l'objet de grandes discussions. Ça fait l'objet de vérifier si ça pouvait correspondre à des envies pour elle aussi. Ça a été un très 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 long cheminement et c'est resté tout au long ensuite des interrogations à chaque fois avec des choses qui sont bien, d'autres qui sont moins bien et quelque part surtout le grand désir de se retrouver soi-même et aujourd'hui nous passons encore du temps à, entre guillemets, nous séduire et essayer de nous plaire. C'est aussi quelque chose que je trouve bien. Il suffit de bien choisir son lieu de destination de vacances et c'est assez aisé à faire dans le sud de la France notamment. Voilà. Et au-delà, je dirais, du côté parfois très décrié, je parle du Cap d'Agde par exemple, pour nous c'est aussi un endroit dans lequel on peut se faire plaisir en couple, on peut se faire plaisir à se montrer sous des facettes qu'il est très compliqué de montrer autrement. Vous savez, je crois que ce qu'il faut bien dire c'est que c'est un lieu où il y a une liberté comme nulle part ailleurs et il faut y avoir été pour le comprendre ça. Donc je pense que souvent les personnes qui jugent le Cap d'Agde, c'est souvent des personnes qui n'y ont pas été, il me semble. Oui, c'est clairement le cas. Ça peut choquer certaines personnes qui seraient pas du tout prêtes à ça, hein, bien sûr, mais c'est un lieu où il y a une liberté, c'est tout. C'est pas le lieu, je dirais, sacré où tout se passe bien. C'est un lieu où on peut effectivement avoir un espace de liberté, à chacun d'y trouver, je dirais, sa mesure, et c'est surtout quand on est en couple, savoir mesurer et pondérer pour que les deux y trouvent un grand plaisir. Et notamment pour une femme, je trouve que c'est souvent un endroit dans lequel elles peuvent se mettre en valeur et jouer un jeu de séduction. Je dis bien un jeu parce que la vraie vie c'est pas forcément toujours ça et c'est pas toujours possible. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on essaye de faire durer. Maintenant j'ai une deuxième partie de ce que je voudrais également évoquer, c'est plus un doute, et que on est passé par un accident de la vie, on a perdu un enfant, on a essayé de surmonter tout ça, et ensuite vient un âge aussi où je trouve qu'il y a une espèce de pression sociale qui fait que non, c'est plus de votre âge, c'est pas comme ça que ça se passe. Enfin voilà, c'est presque, on a presque envie, je dirais pas de se cacher, mais on a l'impression d'être mal jugé, et il peut en résulter une forme, notamment pour la femme, de mal-être. Et je voulais évoquer ça parce que c'est quelque chose qui nous interpelle actuellement. Parce que bien évidemment les choses changent avec l'âge, bien évidemment on n'est pas de la même façon, Alors, écoutez Fred, moi ce que je peux vous dire c'est que la sexualité des seniors, je viens encore de faire une conférence à Tarbes sur ce sujet ce week-end, c'est quelque chose qui est c'est un tabou qui est en train de tomber, donc surtout ne lâchez rien, on a besoin de gens comme vous pour et c'est de toute façon un tabou qui va tomber parce que c'est de plus en, vous êtes d'abord les seniors, on est de plus en plus nombreux, et ensuite
fait, la sexualité des seniors est de plus en plus ouverte. Les chiffres le montrent bien. Donc ne vous inquiétez pas, il reste encore des petites choses comme ça qui bloquent, mais c'est vraiment, il y a vraiment c'est vraiment un sujet qui se démocratise. Donc oui, mais grâce à des personnes comme Fred qui appellent et qui en témoignent et qui disent combien ça lui apporte et combien ça apporte à sa femme, c'est bien d'en parler. Merci Fred, en tout cas. Merci beaucoup de votre témoignage. On fait une petite pause, on va conclure avec Tom également qui nous appelle. Vous voulez parler à Brigitte Lahaye? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Lucie Vincent est avec nous. On a dit beaucoup de choses sur l'amour et je remercie vraiment tous les auditeurs, beaucoup d'auditeurs différents qui ont témoigné sur des thèmes différents et ça confirme ce que vous dites. Chacun fait ce qu'il peut avec son cerveau et son cœur. Hein. C'est pas très scientifique comme conclusion. Chacun fait ce qu'il peut. Non, mais c'est vrai, on a eu de très bons témoignages, mais dans l'ensemble, on comprend neurobiologiquement ce qui se passe dans chacun de ces cas qui ont été décrits. Oui. En tout cas, ça laisse à penser quand même, Lucie Vincent, que ça fait partie des choses indispensables pour vivre l'amour, au fond. Alors, est-ce que ça a été créé scientifique? Enfin, est-ce que la nature a créé ça pour qu'on se reproduise? Sans doute. Mais ça semble quand même c'est une plus valeur que ça, importante. Parce que l'impulsion sexuelle, c'est ça qui fait qu'on se reproduit, certes, mais l'amour, c'est fait pour que nos enfants survivent dans un milieu difficile. Donc l'amour, c'est fait pour ça. Et ça a une fonction physiologique. Est-ce qu'on pourrait dire que finalement l'amour, sa fonction, c'est aussi de sécuriser l'espèce humaine? Absolument, oui, on peut dire ça. Oui. C'est joli, hein? Oui, c'est joli. Et un des phénomènes qu'on constate à répétition avec l'amour, c'est que ça fait baisser l'anxiété. Donc, oui. Donc, on a besoin d'amour en ce moment. Hein, ah oui, toujours. Toujours. Tom, merci de conclure avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous deux. Oui, donc j'ai écouté l'émission dans la voiture comme je le fais régulièrement et c'est vrai que l'émission m'a beaucoup parlé, beaucoup touché parce qu'en réalité je suis en couple depuis 25 ans maintenant, on a des enfants avec ma femme et depuis quelques semaines en réalité je sentais qu'il y avait quelque chose qui tournait pas comme d'habitude en réalité dans notre quotidien. Et en réalité, en discutant avec ma femme, qui est en conversion professionnelle, en fait, a rencontré une tierce personne avec qui, elle me dit, quand je suis avec elle, je me sens bien, j'ai pas de soucis, je pense à rien, je suis bien avec toi, je suis bien aussi. Et aujourd'hui, elle est perdue en fait entre cette relation qui en fait elle sait même pas si de l'autre côté la personne a une réciprocité dans ce sentiment et notre vie de couple. Alors du coup, je demandais récemment, oui, mais quand vous échangez par SMS, y a rien. Non, je te trompe pas de bisous, rien. Mais c'est vrai que du coup. Tom, d'abord bravo parce que vous avez une bonne intuition et ensuite bravo parce que vous avez su communiquer plutôt que de faire le sourd à votre intuition. Moi, je crois que ce qui est important a priori, donc pour l'instant, il n'y a pas eu passage à l'acte de la part de votre épouse avec cet homme. Moi, je crois que la question à laquelle il faut que vous puissiez avoir la réponse, c'est qu'est-ce qui lui a manqué pour qu'elle ait besoin, pour que son cerveau, puisqu'on est avec Lucie Vincent, pour que son cerveau ait pu être touché par cette personne. Vous êtes d'accord avec ça, Lucie Vincent, finalement? Absolument. Ouais, je sais, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, quand elle parle à ses copines de moi, elle dit j'ai le mari idéal, je peux rien espérer mieux, et c'est ça que le grand point d'interrogation, et je lui dis qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait qui fait que, et en fait. Mais vous êtes parfait. Mais il lui manque de la fantaisie. Il lui manque de la nouveauté, il lui manque une surprise.
Il lui manque quelque chose d'inattendu dans votre relation de temps en temps. Peut-être. Si vous écoutez souvent l'émission, vous savez que je parle souvent de la surprise, de la séduction nouvelle, de parfois même de laisser vaguement un petit doute chez l'autre que vous pourriez un peu vous éloigner, vous voyez. Vous êtes là, trop là, et trop sécurisant. C'est terrible parce qu'on vient de parler que l'amour, ça a apporté de la sécurité, mais donc vous devez l'aimer vraiment, mais vous êtes trop sécurisant. Et elle va chercher un petit peu de fantaisie, un petit peu de vibration, si je puis dire. D'excitation. Vous voyez ? Mais moi, la question qui me vient par rapport à ça, et j'y ai pensé aussi, bien évidemment, c'est que ce phénomène de passion qu'elle a vers l'autre, comment je peux moi basculer en ma faveur, entre guillemets, comment je peux réattiser la flamme après 25 ans. Alors, je vous entends dire la surprise, l'étonnement, il faut pas. Moi, la relation en fait que. Tom, il faut surtout pas maintenant là essayer de la surprendre. Ça va être, vous allez arriver avec vos gros sabots et ça marchera pas. En revanche, je crois qu'il faut presque lui faire croire que vous êtes en train de vous éloigner, qu'elle ait l'impression qu'elle peut vous perdre. D'accord. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Lucie Vincent, mais il me semble... C'est une technique qui peut marcher. Il y a beaucoup d'approches différentes. Et moi, j'ai envie de dire aussi, Brigitte, que c'est vrai que elle ressent un frisson, une passion à l'extérieur, mais n'oubliez pas, de votre côté, vous avez beaucoup d'atouts. Vous avez des enfants, vous avez un ancrage, vous avez une histoire. Et il faut aussi profiter de ça. Il faut peut-être la ramener en tête-à-tête dans le premier restaurant où vous vous êtes rencontrés, ou sur la plage où vous vous êtes parlé. Et il faut sortir votre album de mariage pour le montrer aux enfants un soir devant elle. Essayer de faire revivre dans son cerveau les circuits de souvenirs qui vont lui rappeler que l'excitation, que ça existe avec vous aussi. Et puis lui montrer aussi qu'elle joue un jeu dangereux, parce que vous aussi vous êtes très jeune et désirable. Voilà, et qu'il y a telle personne qui vous a beaucoup essayé de vous séduire. Vous avez résisté par respect pour elle. Enfin, vous voyez, essayez de jouer aussi la corde de l'éventuelle culpabilité. Enfin, vous voyez, il faut, mais surtout pas essayer de jouer le grand jeu de la surprise. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est trop tard. Là, c'est trop tard. Mais dans le mot surprise, il y a, comme vous évoquez, le fait aussi de ne pas vous comporter comme d'habitude. Absolument. Tout d'un coup, elles comprennent pas non plus pourquoi tout d'un coup vous n'êtes plus tout à fait ce qu'elle attend et qu'elle connaît par cœur de vous. Oui. Si vous arrivez toujours à la même heure à la maison le soir, mais arrivez un peu plus tard. D'accord. Voilà. Mais qu'il se passe quelque chose aussi qui puisse la surprendre. Elle a les raisons, Lucie Vincent. Je vous dis pas d'avoir un accident et vous voyez, mais que quelque part ça la déstabilise, parce que finalement là elle a tout, elle vous avoue avec une sorte de sécurité totale, et puis elle va un petit peu se laisser vibrer ailleurs. C'est un peu facile, vous voyez, donc il faut que tout d'un coup elle se rende compte que le pilier sur lequel elle peut se reposer avec vous n'est pas finalement il est en train de il ne bouger. va pas supporter n'importe quelle pression. D'accord. Et puis, écoutez, vous avez une bonne intuition, puisque vous avez senti. Et vous réagissez à temps. Et vous réagissez avant qu'il ne soit trop tard. Donc, faites-vous confiance aussi. D'accord. Oui. Merci Tom. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Lucie Vincent, vous avez donné aussi de très très bons conseils. La prochaine fois que vous venez, puisque vous préparez ce livre, on reviendra sur ce sujet. Je ne le savais pas, donc comme quoi c'est une synchronicité qui est intéressante. Voilà. Mais je crois qu'on a dit beaucoup de choses sur l'amour aujourd'hui, et comme c'est quand même... Et c'est notre sujet préféré. Moi, c'est mon sujet préféré, je suis bien d'accord avec vous, et je crois qu'on ne s'en laissera jamais, quoi qu'il en soit. Merci beaucoup Lucie Vincent. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre
Alexandre Delevan. Et puis demain, on retrouvera Sandy Boulanger. On va parler du toucher, justement. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.